Merci beaucoup. Merci, donc à Fleur et Florine à nouveau pour tout, ce travail et puis Florine d'avoir pensé à moi là-dessus. En fait, effectivement, je vais vous demander d'être 2 fois indulgent parce que, c'est d'habitude Nathan Benkemoun, le chercheur avec qui je travaille, qui a toute cette partie, de liens et de discussions plus publiques parce que, bon voilà, il est plus, moi je suis plus la partie terrain, donc dans les milieux de l'art et de la culture et hem et également, donc double indulgence parce que je vais vous parler aussi de cette notion de suffisance intensive, mais très rapidement pour l'incarner à travers une enquête, qu'on mène tous les 2 et c'est aussi du début de cette enquête, dont je vais vous parler. Donc voilà, c'est je partage avec vous des questionnements, qui nous semblent, importants, intéressants, qui font écho à ces questions d'une société post-croissance et de ce cheminement de décroissance. Hem et donc qui s'incarne effectivement, expérience collective qui s'incarne avant tout, dans ces milieux de l'art et de la culture, puisqu'on s'est demandé comment vivre et soutenir des expériences, collectives, artistiques à valeur d'être. Et pour ça, on utilise aussi, vous allez voir, quelques philosophes traverser aussi, nos questionnements. Donc suffisance intensive pour mieux situer, même brièvement, c'est bien Nathan Benkemoun, avec, donc avec Alexandre Monin qui ils en discutent sur un papier. Alors ils se posent, des questions dans différents domaines de l'incarnation de cette suffisance intensive, mais, heu, en fait, ils situent de manière complémentaire effectivement de concevoir la sobriété. On en a parlé en extension via des renoncements, qu'elle nécessite d'accomplir et puis en intensité via l'amplification d'activités pratiquées et adossées à des infrastructures existantes et pérennes. En ce sens, elle décrit l'acquisition et l'approfondissement en fait de certaines pratiques gestuelles et c'est aussi là qu'on va se rencontrer, à travers, nos lieux d'enquête. Elle ne passe donc plus entre modération et excès à l'échelle de l'individu, mais consiste à décrire le déplacement ou la substitution des attachements existants vers des milieux de vie et d'apprentissage durable. Et cette notion, en fait, elle est en partie héritée d'Eduardo Viveiros de Castro, l'ethnologue brésilien, qui en esquisse déjà les bases de ces intensités-là, mais à d'autres endroits, effectivement. Et plus qu'une invocation surplombante à la modération des conduites, politiser une sobriété plurielle appelle à une réinvention générale, aussi bien économique et matérielle que sociale, de nos usages du monde. Et donc, on s'est mis au travail avec Nathan pour débusquer un petit peu ces endroits ces espaces qui pouvaient articuler sobriété et intensité et qui pouvaient être des endroits de consistance à défendre. Alors là, il faut vous dire effectivement, d'où je parle aussi. Alors moi, bon, j'ai une formation en économie, j'ai faite pas très loin, au CERDI, mais en fait, assez rapidement, je m'en suis détournée pour monter un café culturel, qui était à l'époque ce qui me semblait, le mieux incarner ce que j'avais envie de faire dans le fait de relier, des expériences, importantes, touchantes et que ce soit fait dans un brassage aussi, de différentes, personnalités, et puis on voyait s'inscrire dans un lieu, dans un territoire différemment. Et en fait, assez rapidement, c'est parce que j'ai été aussi bouleversée par des expériences artistiques que j'ai décidé de tirer le fil de ces propositions, de ce travail dans les milieux artistiques et culturels, pour travailler pleinement là-dedans. Hem Et je dois dire, dans le spectacle vivant et dans les arts visuels plus particulièrement. Et en fait, comme beaucoup, quand on rentre professionnellement dans des milieux, on se rend compte aussi, de certains hermétismes qui peuvent porter, certains travers. Et je me suis demandé, quel rôle pourraient jouer nos milieux dans le réagencement des relations, dans la transformation indispensable, de nos modes de vie. Et
Et donc, avec Nathan, on s'est retrouvés pour tenter de réfléchir à des dispositifs de valorisation parce qu'on rencontrait beaucoup d'équipes qui tentaient des choses un petit peu particulières, avec une vraie conviction qu'il fallait se situer à d'autres endroits. Et oui, ces autres endroits mentionnés tout à l'heure, et des lieux où s'expérimentaient des modes de coexistence qui pouvaient être plus libres et qui engageaient plus profondément nos présences, qui résistaient potentiellement, en tout cas pour nous, à l'amincissement des possibilités de vie ou d'avenir qui sont les nôtres. Et pour ça, il nous fallait des choses aussi un peu puissantes. C'est là où les œuvres d'art et le rapport à ces œuvres d'art pouvaient arriver. Et il faut bien dire que quand on parle d'expérience collective, des fois à rebours de logiques plus convivialistes, là, il s'agissait bien de distinguer ces expériences. Si on voulait trouver une sorte d'ouverture profonde dans l'effondrement écologique des sociétés pour faire advenir d'autres et valoriser d'autres façons de voir. Et donc, avec cette question des lieux dans lesquels il est possible de se sentir pris à l'intérieur d'une expérience qui compte, qui vaut la peine qu'on s'y consacre, on a cherché des lieux comme des abris qui pouvaient trouver une résonance avec ce qui se tramait dans notre environnement. Et on s'est vite demandé comment les formes artistiques pouvaient-elles faire réellement chambre d'écho, de retentissement, d'amplification, de préoccupations qui concernaient le futur d'un territoire, par exemple, le futur d'un ensemble de personnes, de paysages, d'activités. Certains ateliers centraux d'art, de musique, de dessin, certains cafés, certaines associations, certains lieux d'hospitalité permettent de se réunir pour faire exister davantage certaines formes d'art. Et faire exister par ailleurs des savoir-sentir dont parle la philosophe Emma Biget, si bien dans le magnifique ouvrage Mouvementement, et les œuvres qu'ils soutiennent. Comment l'art, dans sa teneur la plus humble, la plus impliquée, peut-il accueillir et faire retentir une appartenance à une série d'inquiétudes partagées? Vous allez voir, ça va devenir plus concret. Puisque, en fait, mais ces questionnements-là, on les partage parce qu'en fait, on les a trouvés à mon endroit, mais il y a bien sûr plein d'autres lieux. En tout cas, c'est les endroits de notre terrain. Et donc, on s'est demandé quand ces lieux d'art n'étaient plus situés pour produire des expériences collectives, quand ils ne sont plus situés dans les lieux de fréquentation mondaine, et qui ne sont plus simplement des lieux de production et de diffusion, qu'est-ce qui se passe, à quels problèmes ils rencontrent et comment ils essayent de les surmonter. Et surtout, comment ces lieux font pour instaurer aussi du temps long dont on manque dans un contexte de précarité aussi temporelle et dans une société de l'expérience qui amincit ces possibilités fortement. Alors, ces lieux qu'on a qualifiés d'agissants et qui sont pour le coup, ça a été évoqué ce matin, plutôt pilotés par des femmes. Comment ils ont retenu notre attention? Donc, ils portaient d'abord une dimension d'hospitalité essentielle et permettaient un dialogue entre des situations troublées et des œuvres en cours d'élaboration. Elle connaît également des propositions de performance, d'art vivant qui permettaient d'être en présence plus fortement dans le lieu. Le premier, il se situe dans la Creuse et après une phase itinérante, donc ce lieu qui s'appelle l'Amétive s'est établi au Moutier d'Ain et est porté par donc Aurore Clavry. Et c'est un lieu qui a brassé, mélangé et qui continue de le faire à l'année des personnes qui vivent sur le territoire, des personnes qui le traversent, qu'elles soient artistes ou non. Et toute forme artistique qui est au sein de ces lieux-là est en gestation, poreuse à toutes les rencontres et détachée d'une dimension finie, d'un livrable artistique comme on peut le rencontrer, comme on va souvent dans des théâtres, dans des cinémas et autres. C'est un lieu fortement marqué par le départ des maçons creusois et donc dans un environnement de suspicion forte aussi envers toutes les personnes qui ne sont pas d'ici, qui veulent s'installer mais qui ne resteraient pas, etc.
Et cette petite équipe installée là-bas s'efforce de rendre possible le dialogue avec ce que Glissant appelle le tout monde. Dans ce village, il faut dire aussi que les lieux où l'on se parle ont quasiment tous disparu. À la Métive, il est possible de s'arrêter, de prendre un café, mais aussi de se retrouver dans embarqué dans des pratiques artistiques ou simplement de discuter avec les gens, les artistes présents. On n'est pas obligé, j'insiste, d'assister à une performance ou à une œuvre. Mais ce qui se trouve souvent être le cas, c'est qu'on partage des inquiétudes que traverse le territoire et qui se retrouvent être en écho avec des inquiétudes traversées, apportées par les gens qui vont essayer de mettre en forme ça artistiquement. Et effectivement, il y a aussi une façon de débattre qui se pose ici pour préserver aussi des temps de création, d'élaboration qui se poursuivent souterrainement dans un monde de l'art qui nous demande d'aller tout de suite avec un livrable très clair ou avec des temps de médiation d'atelier très clairs. Là, il y a une tentative de faire différemment et puis il y a aussi des temps collectifs plus ouverts, plus classiques avec un grand temps de l'été avec qui s'appelle la festive et qui a un grand temps de lien entre toutes celles et ceux qui ont traversé le territoire et ceux qui y sont situés. Le deuxième lieu dont j'aimerais vous parler, qui est un peu au cœur de cette étude, il est situé au sein d'un hôpital psychiatrique qui accueille depuis des années des personnes en proie à des troubles psychiques paralysants. Ce lieu, le 3 Bicef, pour celles et ceux qui sont à l'intérieur, mais aussi pour ceux qui y viennent, permettent de retrouver dans la fréquentation de l'art, et là, c'est aussi des mots qui ont été dits par des gens qui y étaient, une sorte de redonner une place où ce que Deleuze et Guattari appelaient un chaos libre et venteux puisse s'exprimer sans détruire. Et ça nous semblait important parce que dans d'anciennes chambres, il y a des expositions qui se passent, il y a des performances, il y a plein de choses qui dialoguent avec les pierres en présence et donc toute cette mémoire qui est là, qui ne parle pas, mais aussi qui ne parle pas directement évidemment, mais aussi partout, qui mettent en présence des choses particulières pour celles et ceux qui y participent. Et à certaines heures et dates données, ces propositions de performances, de différentes formes artistiques mettent en présence une diversité de personnes venues ou restées spécialement pour assister à cette tentative de mise en forme de l'étrange. Au quotidien, il y a aussi des gens qui, bien sûr, restent dans les chambres, des artistes qui restent dans les chambres, qui agissent et qui créent aux côtés de personnes qui peuvent être désignées comme patientes. Mais on va le voir dans les ateliers, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on déhiérarchise complètement ça en mettant l'artiste, c'est pas toujours qui est autour. Mais par contre, il y a juste des troubles qui sont fortement exprimés et des fils qui tentent de se dénouer ensemble. Et donc Jasmine Lebert qui pilote ce projet-là est à l'origine aussi de grands temps collectifs qui lient beaucoup d'autres lieux et beaucoup d'autres collectifs autour de thématiques art, soins, citoyenneté et qui partagent aussi des savoirs autour de ces façons de faire qui sont assez précieux. Donc, ce qui nous semble important sur le temps long, ce qui vient juste de s'amorcer, en tout cas à partir de cette notion-là dont tu as parlé de suffisance intensive, c'est de travailler en tout cas avec des lignes d'engagement, ce que Montebello appelle des lignes d'engagement, mais qui en fait nous invite à porter ensemble une attention, à valoriser ces endroits qui nous permettent de faire l'expérience d'un monde abîmé, mais habité par des intensités fécondes. J'aurais pu vous parler d'un club de poètes dissimulé en bord de Seine, d'un centre d'art au cœur d'un EHPAD ou bien l'inverse, et d'autres tentatives de renouveler nos rapports sensibles et existentiels dans une diversité d'espaces. En fait, il s'agit ici de ne pas détourner le regard sur des endroits de dévastation qui sont avec des troubles qui sont exprimés à ces endroits-là et de rechercher, de s'outiller, de mieux s'armer pour que dans ces milieux, on contribue à lutter contre ce qui peut assécher nos existences
Dans des milieux de l'art, je l'ai à peine esquissé tout à l'heure, mais qui parviennent des fois des spécialistes de l'hermétisme et du hors-sol. Je citerai là les travaux de Zhong Mingguo et de Morisot, qui montrent bien que parfois, à force de vouloir rester hors de tout soupçon pur de toute corruption des forces du marché, d'un public trop complaisant, etc., finissent par être complètement détachés, détachés de ce qui fait l'intensité peut-être de certaines de nos existences et de nos liens ensemble. Et donc, grâce à cette enquête qui est en train de se fabriquer aussi en amitié, on tente d'arracher à ce temps-là aussi de la production et de la consommation un autre rapport à l'existence, à défendre des façons d'agir amplificatrices et consistantes. Euh, Gageons que les transformations majeures des usages du monde, du plus grand nombre, de nos temps libres et de nos manières de dépenser et de nous dépenser, dessineront en acte les formes de sociabilité pérennes, capables de nous étendre indéfiniment sur les bases matérielles modestes et suffisantes. Merci pour votre attention.